Personne ne t'a vraiment appris à négocier. On t'a surtout appris à demander gentiment, à faire attention aux autres, à céder pour éviter les tensions, à t'excuser dès que tu posais une limite. On t'a laissé croire que le désaccord était une erreur, que la fermeté blessait, que dire non faisait de toi quelqu'un de dur. Pendant ce temps, loin des regards, ceux qui détiennent le pouvoir réel négocient comme on opère, avec précision, froideur, détachement. Sans peur de perdre, sans besoin d'être aimé. Ce que Machiavel avait compris et que tu dois enfin accepter, c'est qu'une négociation n'est jamais une conversation innocente. C'est un affrontement masqué par la courtoisie. Chaque mot y pèse. Chaque pause est une tension calculée. Chaque sourire peut dissimuler une mise à mort lente. Si tu entres sans stratégie, tu deviens automatiquement la cible de celui qui en a une. Dans un monde qui ne pardonne pas la naïveté, tu dois désapprendre l'obéissance douce et penser comme un chef encerclé. Ce qui suit va t'apprendre à négocier comme un prince plongé dans le tumulte, sans trembler, sans complaisance, sans détourner les yeux. Tu vas explorer les mécanismes souterrains qui régissent les échanges humains, les tactiques disséquées dans les cercles les plus fermés, du FBI aux amphithéâtres de Harvard et les pièges silencieux que Machiavel contournait sans jamais s'expliquer. Reste jusqu'au bout. Une révélation t'attend. Une vérité que tu ressens depuis longtemps, mais que tu n'as jamais osé formuler. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi, active les notifications, et écris en commentaire « Je refuse de négocier en m'excusant d'exister ». Lorsque Machiavel écrit Le Prince au XXe siècle, l'Europe est un théâtre de luttes incessantes, où le pouvoir circule au rythme des trahisons, des pactes secrets et des conflits larvés. Il observe un monde où les règles proclamées ne sont jamais celles qui s'appliquent réellement. Son idée centrale dérange profondément. Les hommes n'agissent pas guidés par la morale, mais par l'intérêt, la peur et la nécessité. Négocier, pour lui, n'est pas un geste de bonne foi. C'est une prise de contrôle camouflée. Toute discussion devient un duel invisible entre volontés opposées, où la vérité n'a de valeur que si elle sert un objectif. À la même époque, d'autres esprits lucides comme Balthazar Gracian ou Sun Tzu, dans un autre contexte culturel, parviennent à la même conclusion. La parole est une arme, le silence un mécanisme de pression. Mais l'héritage de Machiavel a été déformé. On l'a réduit à l'image d'un cynique froid, alors qu'il ne faisait que révéler ce que les puissants savent et taisent. Aujourd'hui, dans un monde obsédé par la transparence, la bienveillance et l'authenticité, cette lucidité effraie. Elle rappelle que sous les couches de politesse et de discours vertueux, la négociation demeure une guerre psychologique. Si tu ignores ces règles, tu perds déjà même en souriant. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une technique de persuasion, mais une mutation intérieure pour cesser d'être manipulé. La négociation sans pitié commence toujours à l'intérieur. Avant même que tu parles, ton état d'esprit négocie pour toi. Tu peux absorber toutes les méthodes du monde. Si tu n'as pas identifié ce qui sape ton autorité, tu resteras vulnérable. Voici les 7 piliers que tu dois reconstruire en toi avant toute confrontation. Premier principe, la peur du rejet sabote chaque décision. Tant que tu redoutes d'être mal perçu, incompris ou rejeté, tu ne négocies pas pour atteindre un objectif, mais pour être accepté. Tu arrondis les angles, tu minimises tes demandes, tu confonds diplomatie et auto-effacement. En réalité, tu es dirigé par un besoin de validation. Et ce besoin te fragilise immédiatement. Il rend ta voix hésitante, ton regard instable, tes positions négociables avant même d'avoir été posées. L'autre le sent. Il comprend que tu es prêt à céder pour éviter l'inconfort. Il insiste, il pousse, il exige. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la mécanique du rapport de force. Celui qui ne supporte pas de déplaire devient une variable ajustable. La peur du rejet t'amène à justifier, à atténuer, à t'excuser avant même d'avoir demandé. Or une négociation réelle commence le jour où tu peux poser une exigence claire, même si elle te rend impopulaire. Machiavel l'avait vu, la crainte inspire une stabilité que l'amour quémandé ne garantit jamais. Être ferme n'est pas être cruel. C'est être lisible. Renoncer à l'approbation, c'est choisir la réalité. Deuxième principe, un silence maîtrisé pèse plus que 1000 arguments. Dans l'urgence de convaincre, tu crois que parler démontre ta compétence. Tu expliques, tu développes, tu anticipes. En réalité, tu remplis le vide par anxiété. Plus tu parles, plus tu exposes ton besoin d'être accepté. Plus tu t'exposes, plus tu offres de prise. Le silence, lui, crée une pression invisible. Il installe une tension que l'autre cherche instinctivement à résoudre. Il force ton interlocuteur à se dévoiler. En négociation, celui qui parle le plus s'épuise, pendant que l'autre observe et prépare. Le silence n'est pas une fuite. C'est un outil. Utilisé au bon moment, il déséquilibre, oblige l'autre à se justifier, à reculer.
Machiavel savait que l'absence de réaction peut suffire à sanctionner. Parle peu. Mais quand tu parles, frappe. Troisième principe. Trop expliquer, c'est déjà implorer. Derrière l'excès d'explication se cache presque toujours une peur, celle de ne pas être compris ou accepté. Pourtant, chaque justification affaiblit ton autorité. Tu crois rassurer, tu montres surtout que tu cherches l'adhésion. Le pouvoir véritable s'exprime rarement par des discours détaillés. Il pose des décisions et laisse les autres s'adapter. Un leader n'argumente pas ses limites. Il les incarne. En expliquant trop, tu dévoiles tes failles et tu ouvres la porte à la contestation. Apprends à dire non sans commentaire. À poser une condition sans trembler. Moins tu expliques, plus ton message s'impose. Quatrième principe, la pitié est une arme déguisée. Il existe une stratégie plus dangereuse que l'agression, la victimisation. Certains ne t'attaquent pas. Ils se montrent brisés, vulnérables, accablés. Et tu cèdes, non parce qu'ils ont raison, mais parce que leur détresse te met mal à l'aise. La pitié court-circuite la stratégie. Elle exploite ta culpabilité. Machiavel savait que les larmes pouvaient être plus efficaces que la violence. Demande-toi toujours, est-ce que je cède par justice ou pour apaiser mon propre inconfort? Aider sans discernement détruit l'équilibre. Et toute faiblesse répétée devient une habitude exploitable. Cinquième principe, toute émotion visible devient une dette. Colère, impatience, excitation, frustration, tout ce que tu ne maîtrises pas se voit. Et tout ce qui se voit peut être utilisé contre toi. L'autre adaptera son rythme, ses silences, ses exigences. L'émotion brouille la lucidité. Elle pousse à agir trop tôt ou trop tard. En négociation, une émotion exposée est une carte jouée prématurément. Maîtriser ne signifie pas nier, mais canaliser. Dès que tu réagis, tu quittes la stratégie pour entrer dans la réaction. Et la réaction est toujours dominée. Sixième principe, le pouvoir ne se demande jamais. Demander une faveur place ton esprit dans l'attente. Ce n'est pas négocier, c'est espérer. Le pouvoir s'exprime par la clarté, la fermeté, la cohérence. Les dirigeants efficaces ne cherchent pas l'acceptation. Ils rendent leur autorité évidente. En négociation, tu n'as pas à prouver que tu mérites. Tu dois structurer la réalité de sorte que ton option apparaisse comme la seule logique. Tu cadres. Tu affirmes. Tu acceptes de déranger. Celui qui impose le cadre avance pendant que l'autre s'ajuste. Septième principe, négocier, c'est forcer un choix entre deux contraintes. Ne propose jamais le confort comme option. Face à l'effort ou au confort, l'humain choisira toujours le confort. Mais face à deux contraintes, il est obligé de trancher. L'art consiste à construire des alternatives fermées où chaque voie implique un coût, mais où l'une est clairement moins douloureuse. Tu ne manipules pas, tu structures. Refuser doit être plus inconfortable qu'accepter. C'est là que commence la négociation réelle. Comprendre ses bases ne suffit pas. Il faut descendre plus profond, là où les mots dissimulent plus qu'ils ne révèlent. Là où se jouent les décisions véritables. Première vérité, les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent protéger le récit qu'ils se racontent pour survivre. Les faits menacent ce récit. Si tu l'attaques frontalement, tu seras rejeté, même si tu as raison. Machiavel ne cherchait pas à corriger. Il laissait l'autre croire qu'il gagnait, tout en redirigeant ses intérêts. Pour négocier, identifie la fiction de l'autre. Entre dedans. N'essaie pas de la détruire. Sème une idée compatible. La vérité n'agit que lorsqu'elle épouse l'illusion. Deuxième vérité, celui qui fixe le cadre décide de l'issue. Le pouvoir ne vient pas des arguments, mais de l'espace mental dans lequel la discussion se déroule. Sujet, rythme, enjeu, urgence, tout cela forme le cadre. Si tu entres dans celui de l'autre, tu es déjà piégé. Machiavel faisait toujours sortir l'adversaire de son terrain. Dans ta vie, cela signifie poser les règles avant de débattre. Celui qui définit ce qui est en jeu possède l'avenir de la conversation. Troisième vérité, les humains agissent selon leurs peurs cachées, pas leurs valeurs affichées. Derrière chaque discours se cache une peur primitive, humiliation, abandon, perte de contrôle. Écoute ce qui n'est pas dit. Observe ce qui est évité, répété, tendu. La peur est le levier le plus fiable. Machiavel ne la méprisait pas. Il la comprenait. Si tu montres à l'autre que ta proposition réduit la douleur qu'il redoute, tu n'as plus besoin de le convaincre. Tu as déjà gagné. La quatrième vérité à garder en tête, c'est que la loyauté n'est jamais aussi solide qu'on aimerait le croire quand les intérêts personnels entrent en jeu. On aime penser qu'un accord repose sur la confiance, que la fidélité suffit à garantir une relation durable. Mais en réalité, la loyauté tient surtout tant qu'elle ne coûte rien. Dès qu'elle devient inconfortable, risquée ou trop chère, elle vacille. Dans une négociation, il faut toujours partir d'un principe simple. La loyauté affichée est souvent une posture,
pas une garantie. Non pas parce que l'autre est mauvais, mais parce qu'il est humain. L'être humain sait se trahir sans bruit, par petites justifications intérieures, sans même se sentir coupable. Machiavel l'avait compris, une promesse pèse peu face à un intérêt vital. Cela ne veut pas dire vivre dans la méfiance permanente, mais construire des accords qui ne dépendent pas de la bonne volonté. Un bon accord est un accord qui tient même si l'autre change d'avis. Tu ne cherches pas la fidélité, tu construis des intérêts communs solides. Tu mets en place un système où trahir coûterait plus cher que rester loyal. Souviens-toi de ceci, les mots engagent rarement. Ce sont les actes, les concessions réelles, les efforts répétés qui créent une loyauté durable. Le reste n'est souvent qu'un sentiment passager. La cinquième vérité, c'est que le langage agit comme une forme d'hypnose douce. Les mots ne servent pas seulement à décrire la réalité, ils la façonnent. Chaque mot transporte une image, une émotion, une orientation. Dans une négociation, celui qui choisit ses mots influence la perception de l'autre sans même qu'il s'en rende compte. Dire risqué ou ambitieux, ce n'est pas neutre. Dire tu me dois ou nous avons construit quelque chose ensemble change complètement l'état d'esprit. La situation est la même, mais la réaction ne l'est pas. Le langage agit comme une suggestion. Il guide la pensée, ouvre ou ferme des portes mentales. Machiavel ne posait jamais des vérités brutales. Il suggérait, il orientait, il rendait certaines issues évidentes sans jamais les imposer. Tu dois apprendre à nommer les choses non pour convaincre, mais pour déplacer le regard de l'autre. Cela demande de l'écoute, de la finesse, et surtout le courage de sortir des mots automatiques. Si tu utilises les mêmes expressions que tout le monde, tu n'ouvres aucun espace nouveau. Tu renforces simplement le conditionnement existant. La sixième vérité, c'est que tout ce que tu laisses passer une fois devient une règle silencieuse. Le moment le plus dangereux dans une négociation n'est pas le conflit ouvert, mais la petite concession que tu crois anodine. Un retard accepté, un ton déplacé ignoré, une condition modifiée sans réaction. Tu te dis que ce n'est pas grave. Mais l'autre enregistre cette tolérance comme un signal. Sans un mot, tu viens d'enseigner ce qui est acceptable. Ce que tu acceptes aujourd'hui devient la norme de demain. Machiavel savait que les règles implicites sont plus puissantes que celles écrites noir sur blanc. Tu n'as même pas besoin de dire oui pour céder. Ton silence, ton sourire, ton absence de réaction parlent pour toi. Le vrai pouvoir se joue dans ces détails. Pas dans les grandes décisions spectaculaires, mais dans la constance face aux petites transgressions. Cette fermeté n'a pas besoin d'être dure. Elle doit simplement être immédiate et cohérente. Une limite posée tard devient une négociation. Une limite posée tout de suite devient une évidence. Les gens testent naturellement les frontières. Ce n'est pas de la malveillance, c'est un réflexe humain. À toi de construire un cadre qui tient dans le temps. Chaque concession mal placée fragilise l'ensemble. La cohérence est ta meilleure protection. La septième vérité, c'est que la vraie force est souvent invisible. Elle ne s'impose pas par les mots, ni par le statut, ni par l'autorité affichée. Elle se reconnaît au moment où les autres commencent à s'adapter sans que tu n'aies rien demandé. C'est une forme de puissance intérieure. Une stabilité calme. Les personnes qui la possèdent n'ont pas besoin de convaincre. On sent qu'il est difficile de les faire vaciller. Elles orientent sans forcer, influencent sans insister, imposent sans hausser la voix. Cette force vient de la maîtrise de soi, d'une vision claire, et d'une paix intérieure plus forte que la peur de perdre. En négociation, c'est elle qui change tout. Tu n'as pas besoin d'avoir réponse à tout. Tu n'as pas besoin de te défendre sans cesse. Il suffit d'incarner une solidité que l'autre ressent instinctivement. Machiavel appelait cela la majesté silencieuse du pouvoir. Une présence qui pousse les autres à ajuster leur comportement sans confrontation. Ce pouvoir se construit dans le temps, dans les décisions cohérentes, dans les refus posés sans colère, dans les limites tenues sans haine. Pas dans l'apparence, mais dans la densité de ce que tu es. Tu as compris les bases. Tu as vu les vérités. Maintenant, vient la pratique. Une négociation efficace ne repose pas sur l'agressivité, mais sur des mouvements intérieurs précis, presque invisibles. Ce sont ces choix silencieux qui font basculer un échange sans bruit. Voici les techniques essentielles à intégrer. Première technique, l'ancrage invisible. Ne commence jamais une négociation en répondant à une demande. À cet instant, tu entres dans le cadre de l'autre. L'ancrage invisible consiste à poser ton propre terrain avant même que la discussion ne démarre. Ton regard, ta posture, ton rythme, ton calme parlent avant tes mots. Mais surtout, ton intention doit être claire, ce que tu veux, ce que tu refuses, et l'état d'esprit que tu veux installer. Si tu arrives pressé ou dans la justification, tu cèdes du terrain. Si tu arrives posé, stable, sans urgence, tu changes la dynamique sans rien imposer. Avant de parler, assure-toi d'être déjà solidement installé dans ton centre. Deuxième technique,
Le silence maîtrisé. Le silence met mal à l'aise. Et c'est précisément pour cela qu'il est puissant. Après une proposition, une objection ou une phrase clé, ne remplis pas l'espace. Attends. Observe. Dans ce vide, l'autre parle trop, se justifie, révèle ce qu'il voulait cacher. Le silence n'est pas passif. C'est une présence attentive. Plus tu tolères l'inconfort du silence, plus l'autre se dévoile. Troisième technique, la redirection calme. Quand on t'attaque ou te questionne, ton réflexe est de te défendre. Mais se justifier, c'est accepter le cadre de l'autre. La redirection consiste à ne pas répondre là où on t'attend. Tu acknowledges, puis tu déplaces l'échange vers un terrain plus solide. Un simple, tu peux le voir ainsi, suivi d'un retour au fait suffit souvent. Tu ne fuis pas, tu reprends la main. Sans agressivité, sans tension. Quatrième technique, comprendre la faille émotionnelle. Les vraies faiblesses ne sont pas dans les arguments, mais dans les peurs. Peur de perdre la face, peur de l'échec, peur du rejet, peur du flou. Observe ce qui fait réagir l'autre de manière disproportionnée. Là se trouve son point sensible. Il ne s'agit pas d'attaquer, mais de comprendre. Ajuste ton rythme, ton offre, ton silence. Montre une voie qui l'éloigne de ce qu'il craint. Il pensera choisir librement. En réalité, il fuira simplement ce qui l'inquiète. Et c'est toi qui auras dessiné le chemin. La cinquième technique, c'est la dissonance maîtrisée, créer volontairement un léger déséquilibre pour reprendre l'initiative. La plupart des négociations reposent sur une harmonie de façade. On se parle calmement, on fait semblant de partager les mêmes règles, le même terrain. Et c'est précisément ce confort qui rend l'autre fort. Il sait où il se situe, il anticipe, il calcule, il avance sans résistance. La dissonance contrôlée consiste à briser cet équilibre, sans agressivité, mais avec justesse. Tu poses une question inattendue. Tu changes légèrement de ton alors que tout semblait fluide. Tu te tais là où une réponse était attendue. Tu retires une proposition que l'autre pensait acquise. Tu dis non exactement à l'endroit où il était sûr d'obtenir un oui. Ce simple décalage crée une hésitation. L'autre perd ses repères, ajuste sa posture, se met à chercher où il en est. Et c'est dans ce flottement que tu peux redéfinir les règles. Machiavel ne suivait jamais une trajectoire prévisible. Il introduisait des ruptures, parce que c'est dans les ruptures que les masques tombent. La dissonance ouvre une brèche. Un instant où tout est possible. C'est là que tu parles, que tu cadres, que tu poses ton intention réelle. Mais attention, cette technique demande du sang-froid. Si tu agis avec nervosité, tu perds la main. Elle exige une élégance calme. Tu ne détruis pas l'accord, tu le fais pivoter. Et surtout, tu deviens imprévisible, ce qui, pour un stratège, est l'une des meilleures protections. La sixième technique, c'est le miroir inversé, reprendre le désir de l'autre et le reformuler dans ton propre cadre. Personne n'entre dans une négociation sans attente. Mais cette attente est rarement exprimée clairement. Elle se cache derrière des demandes vagues, des détours, des stratégies apparentes. Le miroir inversé consiste à écouter au-delà des mots, à capter ce que l'autre veut vraiment, puis à le reformuler avec ton langage, ta logique, ton axe. Tu ne répètes pas ce qu'il dit. Tu le traduis. S'il cherche un avantage financier, tu ne réponds pas par une remise. Tu réponds par une vision où ce qu'il perd renforce sa position autant que la tienne. Tu fais glisser son attente dans une structure qui te sert. C'est une écoute active, mais orientée. Tu écoutes pour comprendre le moteur, pas la surface. Et tu reformules pour reprendre la main, pas pour plaire. Machiavel savait que les gens acceptent plus facilement une idée quand ils ont l'impression qu'elle vient d'eux. Le miroir inversé transforme ta stratégie en prolongement logique de la leur. Ce n'est pas une manipulation grossière. C'est une mise en scène mentale. Et elle transforme une opposition frontale en convergence apparente. La septième technique, c'est la clôture souveraine, savoir quitter l'échange sans chercher à le fermer. Beaucoup veulent finir une négociation par un accord clair, une validation nette, une poignée de main rassurante. Ce besoin de conclure les pousse souvent à trop donner, juste pour sentir que c'est réglé. La clôture souveraine fonctionne à l'inverse. Tu ne conclus pas, tu suces pas, tu laisses une légère tension, un doute, un espace ouvert. Et dans cet espace, l'autre continue à penser, à revenir mentalement sur l'échange, à se repositionner par rapport à toi. Machiavel utilisait souvent cette approche, ni oui, ni non, mais une impression que la décision viendra plus tard. Cette absence de clôture crée un pouvoir différé. Tu ne cherches pas l'accord immédiat. Tu installes une présence durable. Tu montres que tu n'avais pas besoin de conclure pour exister dans l'échange. Et cela change tout. Tu arrives maintenant au bout de cette leçon. Et quelque chose a changé dans ta manière de voir. Tu n'écoutes plus un échange de la même façon.
Tu perçois les silences, les tensions, les glissements invisibles. Tu comprends que négocier n'est pas une bataille d'arguments, mais une lecture fine de l'humain, ses peurs, ses attentes, ses contradictions. Tu as vu que la peur du rejet affaiblit plus sûrement qu'un mauvais accord. Que trop parler, trop expliquer, trop vouloir convaincre est déjà une forme de recul. Tu as appris à reconnaître le déséquilibre chez l'autre, à utiliser le silence sans t'y perdre, à rediriger sans t'exposer. Et surtout, tu as compris que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui se dit, mais le cadre, le rythme, et l'énergie qui circule entre les mots. Tu as aussi vu des vérités inconfortables. Les gens ne cherchent pas toujours la vérité. Ils protègent leur histoire. Ils bougent pour éviter la peur, pas pour suivre la logique. Ils trahissent parfois sans se voir comme des traîtres. Ils entendent les mots, mais réagissent surtout à ce qui se joue en dessous. Dans ce chaos, ta vraie force n'est ni la dureté ni la manipulation brute. C'est ton calme, ton ancrage, ta capacité à rester stable là où l'autre se trouble. C'est là que réside la puissance de Machiavel, dans une lucidité totale, sans illusion ni haine. Il savait lire les êtres humains avec précision, sans les juger. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour négocier. Tu as besoin de mieux te voir, de sentir tes émotions sans leur obéir, de repérer les jeux sans y entrer, de cadrer sans t'expliquer. Tu n'as pas besoin de gagner tous les échanges. Tu dois faire en sorte que l'échange se déroule dans un espace que tu maîtrises. Et parfois, la vraie victoire, c'est de partir sans conclure, mais sans être trahi. Alors pose-toi la question, vas-tu continuer à négocier comme on te l'a appris, avec gentillesse, justification et besoin d'approbation? Ou vas-tu apprendre à négocier avec calme, lucidité et souveraineté? Le monde ne fait pas de cadeaux. Et chaque échange inconscient te coûte quelque chose, parfois de l'argent, parfois une place, parfois ton axe intérieur. Reviens à toi. Intègre ce que tu viens de voir. Applique-le, doucement, consciemment. Une parole différente. Un silence tenu. Une limite posée. Un jour, tu réaliseras que tu n'as plus besoin de te justifier. Que tu peux dire non sans trembler. Que le silence de l'autre ne te fait plus peur. Ce jour-là, tu ne négocieras plus pour survivre. Tu négocieras pour orienter. Si ce contenu t'a réveillé, abonne-toi et partage-le avec ceux qui pensent encore que la gentillesse suffit à construire un royaume. Le monde est une table d'échecs. Et désormais, tu sais comment jouer.